Alors parlons du militantisme et de cette responsabilité nationale. En quoi consiste-t-elle réellement? Alors, le militantisme au niveau national, dont je suis responsable, d'ailleurs, ça me plaît énormément, parce que c'est un métier de rassembleur. Je dois rassembler des gens avec des qualités différentes qui sont complémentaires dans une équipe. Ça, c'est aussi un problème comment dire, aussi de communication. Il faut savoir communiquer, avoir un maximum de personnes, être toujours présent, réactif. J'ai toujours mon téléphone pas loin, je réponds toujours dans la seconde qui suit. En fait, vous savez, il y avait Lao Tzu qui disait « Si tu veux diriger les hommes, marche derrière eux ». Eh bien, c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que je vois des gens qui sont très doués, même quelquefois plus doués que moi. Une fois, comme je suis expert judiciaire, une fois, il y avait quelqu'un qui mettait en doute un peu mes qualités d'expert, et je lui avais défini ce que c'était qu'un expert. C'est quelqu'un qui s'entoure de gens qui sont meilleurs que lui. Eh bien, c'est pareil pour le militantisme. Je m'entoure de gens qui sont meilleurs que moi sur bien des points. De tous les partis politiques, et depuis maintenant 3 ans, l'Union populaire républicaine est celui qui a la plus forte croissance, des adhérents de plus en plus nombreux donc, et surtout, parmi eux, une grosse proportion de militants. Comment expliquez-vous ce succès spécifique finalement à l'UPR? Tout simplement parce que les militants se sentent bien à l'UPR. Chez nous, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Je vois M. Asselineau, il va sur le terrain, il va dans les petits cafés, il est parfaitement capable de tracter dans les marchés. Ça ne le gêne absolument pas. En plus, moi, qui suis après tout qu'un simple militant aussi, j'ai le numéro de téléphone personnel de M. Asselineau, et on est beaucoup dans ce cas-là. Il est parfaitement accessible. Ce n'est pas une espèce de dieu inaccessible, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui entretient très très bien cette convivialité. D'ailleurs, beaucoup de gens apprécient beaucoup le fait de pouvoir se caler par eux-mêmes dans l'action militante qui les intéresse. Tout le monde peut choisir par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie chez nous dans le sens où c'est moi qui vais donner un ordre, c'est plutôt les gens qui me proposent, qui disent tiens, moi j'aimerais bien coller les affiches. J'ai dit voilà, je vais t'apporter un paquet, puis tu y vas. Puis il y en a d'autres qui me disent moi je préférerais faire ceci, cela. Et en fait, je suis plus à l'écoute des gens que le reste. C'est-à-dire que j'écoute les gens, je leur demande qu'est-ce qui... D'ailleurs, quand les gens rentrent à l'UPR, c'est la première question que je leur pose, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors ils me disent tiens, moi j'aimerais bien aller sur les marchés, ou faire du tractage. Alors je leur donne un paquet de tracts, je leur donne quelques conseils quand même, d'ordre normaux, ne pas agresser les gens, réglementaires aussi, faut pas faire n'importe quoi, et puis ils partent. On accepte très difficilement que M. Asselineau soit censuré à ce point-là. Et justement, c'est ce qui motive nos adhérents pour aller coller des affiches, pour aller sur les marchés, pour distribuer des tracts, pour faire du cybermilitantisme. On a des adhérents qui sont extrêmement actifs, justement parce que, je dirais un peu vulgairement, ils sont piqués aux fesses par justement cette censure. Moi, je suis très content qu'on ait cette censure parce que justement, c'est ce qui nous dynamise, au fond. Voilà. Le mois dernier, un militant de Guyane vous avait demandé une de nos fameuses banderoles Frexit. On a pu lui faire parvenir grâce à un sympathisant UPR de l'Inde qui y passait des vacances. Ce n'est pas trop difficile d'assurer une bonne logistique? Bien non, au contraire, c'est très facile parce que nous avons des militants, mais aussi nous avons des sympathisants. Et parfois, c'est un peu paradoxal, il y a des sympathisants qui nous rendent encore de plus grands services que certains militants. Et dans ce cas-là, dans ce cas précis de la Guyane, nous savions par un adhérent qu'il y avait un sympathisant qui allait passer ses vacances en Guyane. Mais il connaissait, c'était un ami, d'où l'importance de la communication dans notre mouvement. Il connaissait justement le délégué départemental de la Guyane. Alors on en a profité, on s'est fait un petit gueuleton, on l'a invité, on lui a donné tout ce qu'il fallait, la banderole Brexit, des tracts, des affiches, et on lui a demandé s'il voulait bien porter ça en Guyane. Il était ravi, en tant que simple sympathisant, de faire cette opération militante qui nous a rendu un immense service pour aller dans une région aussi éloignée. Comme je communique beaucoup avec tous les militants, je sais par exemple que de temps en temps, il y a des gens qui font le trajet Paris-Province, et je leur dis, écoutez, pendant que vous y êtes, passez donc
au bureau national et prenez un lot d'affiches de matériel militant, affiches, tracts, etc. Alors évidemment, ils chargent la voiture, mais vraiment à ce que le pare-choc tout renne par terre pratiquement. Et je dis, comme je suis au centre de la France, si vous pouvez faire un détour, vous me déposez un lot d'affiches et de tracts chez moi. Évidemment, gîte et couvert assuré à la maison. Alors, toujours le côté sympathique chez nous. Convivialité, on entretient beaucoup, on aime beaucoup cette convivialité. Et donc après, il repart, après s'être reposé, il repart dans sa région avec son lot à lui de matériel militant. Et moi, je contacte une autre région et je leur dis, voilà, j'ai reçu du matériel, est-ce que vous pouvez, même s'ils sont très éloignés, eux, ils font la moitié de la distance vers moi et moi, je fais l'autre moitié. Alors c'est amusant parce qu'on se retrouve dans des scènes où à 23h dans la nuit sur une espèce de parking dans la pénombre, on charge nos machins, nos matériels militants, ça fait un peu trafiquant, tout ça. C'est pour ça que par dérision, pour s'amuser, on appelle ça notre petit réseau de go-fast. On s'amuse énormément avec ça et on n'a absolument aucun problème à l'heure actuelle de distribution de matériel militant. Toute la France est approvisionnée et ce, avec aucun moyen, aucun emprunt bancaire. Quelles sont les actions militantes les plus souvent menées et y en a-t-il que vous préférez et quel type d'actions aimeriez-vous développer surtout? Alors, les actions militantes qui marchent à fond maintenant, qui marchent très très bien, c'est le cybermilitantisme. D'ailleurs, c'est comme ça que l'UPR a démarré. Alors justement, comme cette partie marche très bien, on la garde, pas de problème, mais ce que j'aimerais développer maintenant, c'est un militantisme de terrain. Avoir davantage de gens qui sont à l'aise sur le terrain, aussi bien pour parler sur les marchés avec des tracts que coller des affiches par exemple. Et essentiellement, j'aimerais avoir des gens qui sont capables d'organiser des réunions UPR. Et ça, c'est parfaitement faisable puisqu'on a déjà des gens qui sont, par exemple, dans des conseils municipaux et qui disposent, par exemple, de salles municipales. Alors ces gens-là, je les ai un peu repérés et je leur demande s'ils peuvent effectivement, je les forme même s'il faut, pour faire des réunions UPR régulièrement. La position de l'UPR a toujours été de rester dans la légalité. Mais face à des européistes qui, eux, ne s'embarrassent pas de violer les lois, notamment constitutionnelles, là je fais référence bien sûr au référendum, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces militants de plus en plus exaspérés ? Alors, les militants qui seraient tentés de faire des actions un peu plus, allez, n'ayons pas peur des mots, un peu plus violentes. Alors moi je leur dis non, c'est pas la peine. Au même titre qu'on ne change pas une équipe qui gagne, eh bien on ne change pas une méthode qui gagne. Nous, notre marque de fabrique, ça a toujours été la courtoisie. Lorsque par exemple moi je vois un panneau d'affichage où j'ai un de mes adversaires qui a tout couvert, eh bien pour lui faire la leçon de courtoisie, je colle mon affiche à côté de la sienne, mais sans recouvrir les affiches surnuméraires qu'il a eu le culot de mettre sur le panneau. Voilà. Petite leçon de courtoisie. Alors, c'est de plus en plus apprécié. Il faut rester dans la légalité, il faut rester dans la courtoisie, parce que c'est précisément notre force. Vous-même, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le cap et devenir militant ? Ah, très bonne question. Alors, moi, j'ai toujours travaillé à l'étranger. C'était une excuse facile de dire moi, la politique, ça m'a jamais intéressé. D'ailleurs, j'ai jamais voté de ma vie. J'ai fait partie du plus gros parti de France, c'est-à-dire les abstentionnistes. Et lorsque je suis arrivé à ma petite retraite, enfin semi-retraite, puisque je travaille pour les tribunaux comme expert judiciaire, quand j'ai vu que la situation en France s'aggravait de jour en jour, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Et comme dit John Stuart Mills, pour que le mal triomphe, seul suffit l'inaction des hommes de bien. Et ça m'a touché beaucoup, cette réflexion philosophique. Et je dis, effectivement, si je passe mon temps à râler, excusez l'expression triviale, mais je vais finir comme un vieux con. Je dis, je vais râler, mais en me donnant les moyens de râler, c'est-à-dire en faisant quelque chose. Comme dirait Kennedy, il ne faut pas vous poser la question de savoir ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors j'ai décidé de me battre pour la France et de me battre intelligemment. Seulement, comme beaucoup de Français, cette valse à deux temps de la gauche et de la droite, ça m'agaçait vraiment. Et maintenant, d'ailleurs, on est en train de passer de la valse à deux temps, droite-gauche, gauche-droite, à la valse à trois temps avec le Front National. C'est du n'importe quoi. La plupart des gens, la majorité des Français ne sont pas dupes. Gauche-droite, droite-gauche, FN, maintenant la valse à trois temps.
Aucun de ces trois partis n'intéresse la majorité des Français. Et la plupart des Français ont besoin d'autre chose, d'un discours un peu plus honnête. D'ailleurs, j'aimerais bien quand même que la politique retrouve toutes ses lettres de noblesse. Et lorsque je suis tombé sur les conférences de M. Asselineau, bon, évidemment, comme tout le monde, je me suis dit, bon, il est bien gentil, il parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'il propose? Alors, j'ai regardé toutes les conférences d'Asselineau, tout ce qu'il propose, ça débouche effectivement sur des solutions parfaitement réalistes. D'ailleurs, comme je suis en plein dans la campagne des parrainages, j'ai souvent dit à des maires, si vous trouvez quelque chose de faux dans ce que dit M. Asselineau, je m'engage devant vous à manger son CV. Jusqu'à présent, j'en ai mangé aucun. Donc là, c'est quand même un discours qui est vrai, qui est pragmatique. Je dis, bon, ben voilà, un homme politique qui tient la route. Ensuite, c'est quand même, je salue au passage quand même l'extraordinaire amour de la France qu'a cet homme, parce que, après tout, inspecteur général des finances, il aurait pu très bien pantoufler paisiblement dans ce poste sans se casser la tête, assurer d'avoir, primo, la sécurité de l'emploi, secondo, d'avoir une bonne retraite. Pourquoi se casser la tête et se fiche dans des galères pareilles? Donc, quelqu'un qui a ce poste confortable et qui se met dans une galère pareille, c'est quelqu'un qui est vraiment motivé, qui a vraiment envie de sauver la France, parce que là, on court à la catastrophe. Si on continue à ne rien faire, on court à la catastrophe. Voilà ce qui m'a motivé, en fait. Et la censure aussi, ça c'était le piment. Quand j'ai vu la censure qui est sur M. Asselineau, je dis ça, c'est inadmissible. Surtout en France. Voilà ce qui m'a motivé principalement. Vous donnez des conférences sur la manipulation mentale en vous basant notamment sur les travaux de Noam Chomsky. Pouvez-vous nous dire à partir de quel moment un discours politique devient de la manipulation mentale et en quoi le discours de l'UPR est-il différent des autres sur cet aspect? C'est très simple. Il faut simplement faire la différence entre la démagogie et la pédagogie. La démagogie, c'est quand on s'adresse aux gens par l'émotionnel. C'est un système qui est vieux comme le monde. C'est le système de la carotte et du bâton. On va prendre un exemple qui est très simple. L'Union européenne, les médias n'arrêtent pas de nous bassiner, excusez-moi l'expression. D'un côté, ils vont nous dire « Oui, vous comprenez, l'Europe, c'est quand même le paradis. Ça fait des décennies qu'ils nous disent ça. Grâce à l'Europe, tout va aller mieux, etc. etc. » Bon. Et puis d'un autre côté, ils vont nous dire, mais attention, si vous sortez de l'Europe, ça va être l'apocalypse. Je ne rentre pas dans les détails. On prévoit les pires misères, la peste, enfin bref. Donc ça, c'est le système du bâton et de la carotte. Donc c'est un système qui est vieux comme le monde, on s'adresse à l'émotionnel. Et quand vous rentrez dans cette configuration-là, c'est beaucoup plus difficile, c'est plus facile de tromper, que de détromper. Et c'est toute la difficulté de l'UPR, parce que nous avons un discours qui est rationnel, qui est pédagogique. Des fois, pour rire, je l'ai dit, l'Union populaire républicaine, ce serait plutôt l'Union pédagogique républicaine. De toute façon, c'est exactement ce qu'on fait. Alors, c'est un peu comme quelqu'un qui s'est fait coincer dans une secte. Vous avez beau avoir un discours parfaitement rationnel, lui dire, mais enfin, tu te rends compte, tout l'argent que tu dépenses là-dedans, tu es en train de te faire avoir. Vous avez beau avoir ce discours pendant des semaines, des mois, etc., vous n'y arriverez pas. Il faut un certain temps. Il faut que la personne commence à douter par elle-même, se dire, mais effectivement, je me demande si je suis pas en train de me faire avoir. Alors c'est une question de patience. L'UPR est en train de gagner la bataille doucement. Le démantèlement de l'Union européenne est bien amorcé. Merci aux Anglais, grâce au Brexit, nous avons maintenant enfin un exemple qui permet de dire aux gens, vous voyez, ce n'est pas eu une catastrophe parce que... D'ailleurs, juste une petite anecdote au passage, j'ai une nièce qui travaille en Angleterre précisément, et qui me disait avant le Brexit, il me disait, oui, mais tu te rends compte, tonton, moi, je travaille en Angleterre, si le Brexit y passe, j'aurai plus de boulot, il va me falloir un visa, je vais gagner moins, etc. Maintenant que le Brexit est passé, alors j'ai posé la question simplement à ma nièce, qui est sur le terrain. J'aime bien le terrain, j'aime pas trop les théories. Elle me dit, je lui dis, mais alors est-ce qu'il te faut un visa? Elle me dit non. Et ton travail? Elle me dit, ça va, j'ai été augmenté. Mais il me dit, par contre, il y a toujours autant de brouillard. Alors, je dis, effectivement, après le Brexit, on n'a pas pu résoudre tous les problèmes. Voilà. Voilà, grâce aux Anglais, on peut commencer à donner les preuves aux gens qu'effectivement, le discours de l'UPR est un discours qui est normal, pragmatique, rationnel. L'UPR est un mouvement de libération nationale. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste cette libération?
Ben, la libération nationale, elle repose en 3 points, d'après l'UPR. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir de l'OTAN, sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne. C'est pas compliqué. Alors pourquoi sortir de l'OTAN? Parce que l'OTAN nous entraîne dans des guerres totalement illégales et c'est pas nous qui décidons. Ça, c'est inacceptable. Nous avons besoin de retrouver notre souveraineté, enfin, de ce côté-là. Sortir de l'euro, ça, il faut en sortir impérativement parce que, comme c'est une monnaie forte, je vais vous donner l'exemple d'un agriculteur qui s'étonnait d'avoir du matériel américain chez lui. Je vais poser une question très simple. Je dis, sans être expert en finance, quel est le pays au monde qui est le plus endetté? Tout agriculteur qu'il était, il le savait pertinemment, ce sont les USA. Je dis, si les USA sont endettés jusqu'aux oreilles, on est bien d'accord que leur monnaie est faible. Il m'a dit oui. Je dis, c'est pour ça qu'ils peuvent vendre leurs tracteurs en France. C'est pour eux, c'est facile d'exporter et d'importer chez nous, parce que notre euro est fort. Alors, il y a donc l'OTAN, l'euro, et sortir de l'Union européenne. L'Union européenne, quand même, c'est une véritable machine à broyer les États et les individus. Il ne faut pas oublier quand même que ces messieurs nous sortent 100 textes réglementaires par jour. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? 480 000 textes, on est rendu à je ne sais pas combien de milliers de textes. C'est indémerdable, c'est invivable. On ne peut plus rien faire. Donc il faut absolument sortir de cette arnaque. Ce n'est plus ni moins qu'une escroquerie. Je rappelle quand même que, peu de gens le savent d'ailleurs ça, que l'État français donne tous les ans 23 milliards à l'Union européenne. Et l'Union européenne, bon prince, nous renvoie 14 milliards en nous demandant « mais dites, il faut dire merci, hein. » Attendez, mais c'est notre argent. Donc vous avez bien fait la différence, 23 moins 14, il manque encore 9 milliards. Alors, sur le plan philosophique, j'ai rien contre la solidarité, mais le problème, c'est que ça a des effets plus que pervers. Et je vais vous donner un exemple d'une simplicité déconcertante. Actuellement, la Tchécoslovaquie a commandé des TGV chinois, et alors que nous, on leur avait proposé des TGV français. Mais les TGV chinois sont moins chers. Donc, en clair, c'est très simple. Les 9 milliards, il y en a une partie qui est partie à la Tchécoslovaquie pour les aider à acheter justement des TGV chinois. En clair, pour finir, eh bien, ce sont vos impôts qui servent à payer des TGV chinois aux Tchécoslovaques, alors que nous avons les nôtres, on va être obligé de fermer nos usines à TGV. Voilà. Je vais vous donner une anecdote tout simple, c'est celle de ma mère qui pendant des années, enfin, quand on discutait avec elle des fois, elle nous parlait de la libération. Alors, elle nous racontait cette anecdote quand les Américains sont entrés en France. Ils avaient leur char, leur jeep, leur camion, tout ça, et puis ils jetaient des bonbons, des chocolats aux enfants, à tout le monde, et les gamins ils couraient à droite, à gauche pour récupérer tout ça. Et son père, c'est-à-dire mon grand-père, il lui dit « Mais pourquoi, ma mère à cette époque avait 17 ans, pourquoi tu ne vas pas chercher des bonbons, des chocolats par terre là qu'on te jette ?» Elle lui a répondu « Mais je ne suis pas un chien. Je remarque que nous avons changé d'occupant. » Bon, alors ça nous a fait beaucoup rire pendant des années. Maintenant, avec un peu de recul, je me rends compte qu'elle n'avait pas entièrement tort. Ceci dit, je n'ai rien contre les Américains, bien au contraire, puisque sans les travaux de Chomsky, qui est américain, j'aurais bien du mal à faire mes conférences sur la manipulation des foules. Le peuple américain, lui, il est exactement dans la même configuration que nous. Il lutte contre un système qui les oppresse de plus en plus, et nous sommes de tout cœur avec eux, nous ne sommes pas anti-américains, loin de là. Merci Philippe pour cet entretien. Alors actuellement, la recherche de parrainage pour François Asselineau est notre priorité. Alors je vous propose de nous revoir après les présidentielles, au moment des législatives. D'accord ? Oui, justement, puisque vous parlez des législatives, j'en profite pour vous dire que je suis candidat aux législatives. Et j'aurai grand plaisir à faire des réunions publiques, justement, pour faire de la pédagogie, comme le fait l'UPR. Et ma foi, on verra au résultat, parce que moi, je n'ai qu'un but, c'est retrouver notre souveraineté. Quelle que soit la décision que prendront les gens, si je serai élu ou pas, pour moi, le peuple reste souverain. Merci Philippe. Très bien.